on est une vingtaine, on peut commencer. Sur Facebook aussi, ça commence à venir. Alors, on va commencer, parce que chez nous, là, il est tard. Alors, on a fait depuis quelques semaines, on a parlé de la communication et la semaine dernière, on a parlé des règles de l'hygiène relationnelle. Et là, je vous ai mis un titre qui, en fait, le titre, c'est sortir du rapport de force. Oui, parce qu'à partir du moment où on parle d'hygiène relationnelle, on va forcément parler du rapport de force. On va définir ce que c'est un rapport de force. On va définir vraiment, tout ce qui fait qu'on rentre dans un rapport de force, enfin qu'on est dans un rapport de force, ce qui va vous aider, en tout cas, j'espère, à reconnaître le rapport dans lequel vous vous trouvez et qui vous rend forcément nerveuse, certainement, qui vous fait pas forcément du bien, qui représente tous les messages. Il y a beaucoup de messages toxiques. Vous vous rappelez, on a vu ça, je crois que c'était il y a 2 semaines, les messages toxiques, les messages cadeaux. Et en fait, dans le rapport de force, il y a peu de messages cadeaux. Il y en a, mais il y a surtout des messages toxiques. Et ce qu'on doit faire maintenant, enfin ce qu'on veut maintenant apprendre, c'est ce que je veux vous transmettre, c'est de sortir du rapport de force. C'est très compliqué quand on y est, parce qu'on a l'impression que c'est comme ça et pas autrement, et qu'on n'arrivera jamais à en sortir. Mais alors, qu'est-ce que c'est d'abord le rapport de force? En fait, le rapport de force, c'est un rapport de dominant et dominé. Un rapport où il y en a un qui va imposer son influence, qui va être en fait quelque part au-dessus de nous, et il y a celui qui va être dans sous forme de soumission. D'accord? On se sent soumis, en dessous. Et ça ne fait jamais du bien, ça nous rabaisse, ça nous maintient une estime de soi faible, parce qu'on a l'impression de tout le temps avoir quelqu'un au-dessus. Alors attention, avoir quelqu'un au-dessus, pardon, ça a tremblé. Avoir quelqu'un au-dessus, ce n'est pas forcément négatif. Ça peut apporter du bien. Enfin, c'est-à-dire, c'est la notion de la hiérarchie. Il y a toujours au-dessus de nous des gens, on va dire, qui sont là pour nous apprendre, qui sont au-dessus de nous. D'accord? Ça aussi, ça maintient l'humilité, j'ai envie de dire. Hachem, il est au-dessus de nous. D'accord? C'est bon pour nous d'avoir une hiérarchie. C'est bon d'être cadré. D'accord? Et quand on parle de dominant-dominé, comme son nom l'indique, dominant-dominé, c'est je te domine. C'est pas dans le sens j'ai des choses à t'apprendre, je te transmets, je t'aide à grandir. C'est pas un rapport, par exemple, professeur-élève avec un rapport sain, de communication sain, de transmission saine. Pas du tout. Là, on est dans un rapport vraiment où il y en a un qui est fort, et ça sous-entend, hein, bien sûr. Il y en a un qui est fort et l'autre qui est faible. Et quand je suis dans la position faible, évidemment, je me sens évidemment que je reçois énormément de messages toxiques. Et par contre, quand je suis dans la position forte, j'ai une estime de moi qui est forte parce que plus je l'autre dans un rapport de faiblesse, finalement, j'ai l'impression que c'est mon, et mieux je me sens. Et mieux je me complais dedans. Et ça peut avoir lieu dans tous les domaines, autant dans le rapport malheureusement de couple que dans le rapport parent-collègue, c'est-à-dire patron-employé, que dans le rapport frère et sœur. D'ailleurs, voilà, ça s'étend à toutes les relations humaines. Il n'y a pas forcément une seule relation qui va bien sûr impliquer le rapport de dominant-dominé. Et il nous importe en fait pour nous sentir bien, pour maintenir une estime de soi stable, de effectivement sortir de ce rapport dominant-dominé et d'arriver à vivre en fait dans un rapport sain. Alors c'est quoi un rapport sain? C'est-à-dire qu'en fait, on va bien le définir au fur et à mesure des cours qu'on va faire, parce que c'est un grand sujet. Vous avez remarqué finalement, au départ, j'ai fait un cours, puis après, je me suis dit, il faut continuer, puis il faut continuer. Et finalement, on va de plus en plus profondément dans la communication, et je pense que c'est une bonne chose. Et si j'en crois vos messages, c'est que ça vous apporte aussi. Déjà, je vous remercie de me témoigner ce que vous vivez et de me partager voilà, les bienfaits que ça peut vous apporter. En tout cas, quand on est dans un rapport dominant-dominé, il y a un moyen en fait de rendre cette relation plus saine, plus constructive, et il y a un rôle on peut sortir de ce rôle-là, du dominé si on est dominé, du dominant si on est dominant. Évidemment que la personne qui domine a moins tendance à chercher des solutions pour changer de relation que le dominé.
c'est facile à comprendre. Le dominant, lui, il se sent fort. Son estime de soi, lui, n'est pas entravée. Et il sent qu'il exerce un pouvoir, et je dirais presque parfois, il y a une espèce d'addiction à ce pouvoir. Il a besoin de ça pour se sentir exister. Que le dominé, lui, il subit la relation et il la vit très mal. Et encore une fois, il est maintenu comme celui qui est faible, donc c'est jamais agréable. Il y a vraiment énormément de conséquences sur son être intérieur. Et forcément que lui va chercher en général des solutions, enfin en tout cas on espère, parce que parfois il est tellement épuisé, moralement, tellement épuisé qu'il n'arrive même plus à chercher des solutions. D'accord? Mais l'important, c'est quand même d'essayer d'en sortir, puisque quand j'en sors de ce genre de relation, ou en tout cas quand je change la dynamique, je me sens beaucoup mieux. Ah oui, alors j'étais en train de vous dire aussi une chose, c'est que en fait, une vraie relation saine, c'est une relation où parfois, on va utiliser le mot dominant-dominé dans le sens pas péjoratif du terme, dans le sens, on va dire, constructif du terme. Dans une relation saine, ça doit être fluide, mais il doit y avoir un flux où en fait, parfois c'est moi le dominant, parfois c'est lui le dominé, parfois c'est... c'est-à-dire, alors on va parler plutôt, pas dominant-dominé, parce que vraiment j'aime pas ces mots-là, on va parler, parce que ça représente vraiment ces caractéristiques du rapport de force, on va parler plutôt de la position haute et la position basse. D'accord? Ça veut dire que même là, hein, il y a position haute, position basse, on peut dire position basse, c'est pas très positif, mais en fait, la position basse, pas dans le sens, pas avec la connotation négative que ça peut avoir, juste en fait pour comprendre que parfois on est en haut, en bas, comme un cercle, vous voyez. Un jour c'est moi qui transmets des choses, et un jour c'est l'autre qui me transmet des choses. Exactement comme un professeur avec son élève. Parfois c'est l'élève, je ne sais pas s'il y a des professeurs là qui m'écoutent, j'imagine, ou même, voilà, encore mieux que ça, même en tant que parent, avec nos enfants. Il y a des moments où notre enfant il va nous dire quelque chose, on a l'impression que c'est lui le petit en fait, hein, il est plus jeune que nous, il a des choses à apprendre de nous, c'est nous le parent, ok. Mais en fait, très souvent on est surpris parce qu'on dit oh, mon enfant il m'a dit une chose aujourd'hui, ça m'a réveillée, j'ai appris de lui, ou on l'a vu réagir et on s'est dit waouh, il a gardé son calme, ou peu importe, des milliers de réactions en fait qu'on va voir chez notre enfant qui a l'air petit à nos yeux et en fait qui nous apprend. Et c'est ça en fait, c'est cette ouverture d'esprit en fait qu'il faut travailler, à arriver à voir chez notre enfant ou chez notre élève ou chez même notre employé si on est entrepreneur, peu importe chez qui, on sait, on a cette conscience qu'on a à apprendre de tout à chacun et qu'il n'y a pas forcément, aujourd'hui c'est moi la position haute, voilà j'ai une position haute, mais je ne suis pas forcément haute. D'accord? J'ai une position aujourd'hui qui est haute parce que je suis là pour apprendre, transmettre, d'accord? Mais je ne suis pas haute. J'ai juste cette position, le temps d'apprendre. Puis finalement, exactement d'ailleurs comme le rapport quelque part patient-thérapeute aussi des fois. On a l'impression, genre la personne qui vient parler, elle a l'impression comme ça. En tout cas, avant, c'était très en vogue que le thérapeute, c'était la position haute et le patient, c'était la position un peu on va dire basse, qu'elle est là, elle se confie, elle montre sa vulnérabilité et le thérapeute doit être très, justement très fort, ne pas se livrer et écouter, prendre, recevoir pour mieux accueillir les informations, pour mieux donner à l'autre et lui apprendre sur lui-même. Mais en fait, les patients, évidemment, aident à grandir le thérapeute aussi. En fait, c'est un échange, en fait. En fait, c'est un échange, voilà. C'est ça, la relation saine, c'est on part dans un échange. Et tous les deux, on est ouverts à cet échange et il n'y en a pas un qui se dit « je suis mieux que l'autre », j'ai un pouvoir sur l'autre, je suis au-dessus de l'autre. Il n'y a pas ce genre de pensée, il n'y a pas ce genre de réflexion, ça n'existe même pas. C'est-à-dire on est tous là pour s'apprendre les uns les autres. Et ça, en fait, quand on rentre dans cette façon de fonctionner, on va dire, dans ce mécanisme de fonctionnement, automatiquement, on se sent libre, on se sent dans un espace ouvert, on se sent dans... D'abord, on retrouve notre dignité, hein, déjà, pour commencer, et on se sent écouté, ça n'a plus rien à voir, d'accord? Alors, avant d'y arriver, évidemment, ce n'est pas tout à fait simple, et puis on est tellement dans un système de fonctionnement qui est malheureusement dans ce rapport de force, dans ce rapport de dominant-dominé, dans ce rapport où on se sent étouffé par l'autre. Combien de personnes me disent que, par exemple, au travail, il y a un rapport comme ça de force où, à partir du moment où l'employeur il paye son employé, il y a quelque part tous les droits sur l'autre. Et c'est insupportable. C'est insupportable pour l'humain, ça. Même si, en fait, parfois, je ne vais pas l'exprimer, je me dis, c'est normal, c'est la règle de la vie, c'est comme ça. Il y a un fort, il y a un faible, et puis c'est tout. Hein. Après tout, dans la jungle, ça marche comme ça. On en souffre. En réalité, ça joue sur notre
Ça joue sur notre caractère, ça joue sur nos humeurs, ça joue sur nos états d'âme, ça joue sur nos relations nous-mêmes aux autres. Parce qu'en fait, imaginez un sac de nœuds comme ça, que le dominant en fait met sur nous quand il prend une colère et il s'exprime et exprime. En fait, il va mettre. Alors, il y avait je crois une publicité à un moment qui était très instructive là-dessus. C'est une publicité, bon, je sais pas, bon, bref, un court-métrage, bref. Et justement, on voyait en fait quelqu'un qui se mettait en colère, qui se mettait en colère, et en fait, à chaque fois donc, il se mettait en colère comme ça sur quelqu'un d'autre. Et puis, l'autre, du coup, il récupérait une balle noire. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Il récupérait une balle noire. Et en fait, lui-même, il récupérait, qu'est-ce que ça représentait cette balle noire? La colère. Et donc, lui-même, il récupérait la colère, donc il avait besoin lui aussi de la jeter sur quelqu'un d'autre. Faire mieux. Et se libérer. Donc, il allait se mettre en colère avec quelqu'un d'autre. Ça pouvait être quelqu'un dans la rue, ça pouvait être son enfant, malheureusement. Et ça pouvait être peu importe, il avait besoin de la rejeter. Et en fait, la colère, elle se transmettait de l'un à l'autre sans arrêt. Et ça faisait du bien à personne. D'accord? Donc, on peut choisir aussi de sortir de là. Et forcément, quand on récupère la colère, quand on récupère la colère de l'un ou de l'autre, peu importe, on la porte et on se sent mal. Et là, ça fait référence au cours qu'on a fait, je crois que c'est la semaine dernière, sur la restitution, ou il y a 2 semaines. La restitution des messages symboliques. Justement, je dois redonner ce qui ne m'appartient pas. Bon, bref, là, je vous ai fait entre guillemets un petit récap. Non, enfin bref, c'est sûr que voilà, là, ça s'enchaîne et c'est là un peu la suite logique de tout ce qu'on a vu. Mais même si vous ne l'avez pas vu, vous n'avez pas encore vu les cours d'avant, vous pouvez quand même suivre. Et c'est ça qui est beau aussi dans la communication, c'est que peu importe où on prend le train, d'accord, il est en train de rouler, il est en marche, peu importe dans quel wagon je monte, je peux prendre le train en marche et apprendre et grandir quand même. Même si je n'ai pas été aux stations précédentes. D'accord? Donc, comment, d'abord, pour réussir, comme je vous ai dit une autre fois dans un autre cours, pour réussir à combattre un ennemi, d'accord? C'est comme ça quand on fait la guerre, d'accord? À des ennemis, qu'est-ce qui se passe? Comment ils réagissent, les gouvernements? On va dire comment pardon, je perds les mots. Comment l'armée va réagir quand il y a besoin de faire la guerre? D'abord, une des stratégies, c'est d'abord d'étudier ce que l'ennemi a préparé comme armes, comme artillerie, comme soldats. Qu'est-ce qu'il a mis en place comme stratégie? D'accord? À partir du moment où je sais ce que mon adversaire a mis comme stratégie en place, ben, je vais pouvoir vraiment m'en défendre. Et si je ne sais pas ce qu'il a, bah parfois je vais me préparer de trop, je vais moi préparer l'artillerie lourde, l'aviation, je vais tout mettre en place, je vais m'épuiser, puis en fin de compte c'était tout petit, c'était une petite souris. Donc pourquoi je me suis tellement fatiguée? Et quand par contre je suis pas assez près, ben, je peux pas vraiment, je vais devoir affronter une guerre où je risque de perdre. D'accord? Donc voilà, ce qu'on va apprendre là ce soir d'abord, avant de continuer sur l'hygiène relationnelle, enfin on continue sur l'hygiène relationnelle, ce qu'on a fait la semaine dernière, c'est les règles de l'hygiène relationnelle. Bah, les règles qui en font partie, c'est déjà de comprendre les anti-règles, ce qu'on ne doit pas rentrer dans cette hygiène-là, qu'on a pourtant l'habitude de rentrer parce que c'est ancré en nous finalement, c'est mauvais ancrage, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que c'est une mauvaise habitude où on communique mal, où on se sent mal dans certaines relations. On se dit, mais pourquoi? Pourtant, j'aime cette personne. Par exemple, j'aime mon mari. Combien de couples ils viennent, et ça, c'est la phrase, j'ai envie de dire, après, c'est choquant tellement ça revient sans arrêt. Mais moi, on s'aime. Je vous assure qu'on s'aime, mais ça ne passe pas entre nous. Donc, si ça ne passe pas, peut-être qu'on va être amené à divorcer. Mais on s'entendra bien, on fera des efforts pour les enfants. Mais on est incapable de s'entendre. Incapable. En fait, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne sait pas, on n'arrive pas, peut-être qu'on n'est pas fait pour vivre ensemble en fait, mais on s'aime. Et en fait, c'est quoi le problème? C'est le problème effectivement de communication et c'est le problème de tous ces écueils qu'on rencontre dans ce qu'on a l'habitude de faire et qui ne peut pas donner une relation d'amour en fait, qui va à l'encontre de l'amour finalement, qui va à l'encontre de la transmission d'amour, qui va à l'encontre de la transmission de la joie, qui va à l'encontre de l'épanouissement. Donc on se dit, mais je ne comprends pas. Sur le papier, on a tout pour être bien, d'accord, et concrètement, dans la vie de tous les jours, on n'arrive pas. On n'est pas heureux, on n'est pas épanoui. Pourtant, on a fait tout dans les règles. Qu'est-ce qui ne va pas? D'accord? Et c'est ce qu'on va voir ensemble, justement, dans ce rapport de dominant-dominé. Dans ce rapport de dominant-dominé, qu'est-ce qui fait que cette relation de dominant-dominé, ce rapport de force, continue à exister? Qu'est-ce qui le maintient en vie? Qu'est-ce qui le nourrit? D'accord? Et ensuite, on verra justement on va comprendre ce qu'on nourrit à notre insu parfois et dont on doit finalement sortir
de ça pour, pour se sentir mieux. Et ensuite, on pourra continuer sur ce qu'on a dit la semaine dernière. On a commencé sur l'hygiène relationnelle. On a vu quelques règles, ne pas faire, voilà, ne pas surgénéraliser, se respecter, je ne sais plus. On l'a vu ça. Mais en fait, déjà, qu'est-ce qu'on fait en temps normal qui n'est pas bon à faire? Alors, déjà, il y a 5 phénomènes qui participent, entretiennent et nourrissent les rapports dominants-dominés. D'accord? Donc, c'est quoi ces 5 phénomènes? Et j'ai envie de vous dire, si vous avez un papier, un stylo, je sais qu'il y en a là parmi vous qui notent, puis après, vous me demandez. Donc, vraiment, là, c'est à noter important. D'abord, l'injonction. D'accord? On va voir après chaque détail. Hein, d'accord? Je vous donne d'abord les 5 phénomènes, ensuite, on va les voir en détail. Premier phénomène, l'injonction. C'est quoi? Parler sur l'autre, le définir, l'étiqueter. Ce qu'on a dit la semaine dernière, on arrête l'étiquetage. Okay, donc l'injonction. Première écueil dans laquelle on tombe tous beaucoup. Deuxième écueil, la menace, directe ou indirecte, réelle ou fantasmée. Ça veut dire que on imagine ce que l'autre va faire, ce que l'autre va dire, ce que l'autre va penser. On n'est pas... Et en fait, on a peur de ça. Donc, on va tout de suite le menacer pour l'empêcher de dire ou de faire ce qu'on ne veut pas qu'il fasse. D'accord? Et ça va, encore une fois, ça va maintenir ce rapport de force. Je le maintiens en bas l'autre. Je maintiens ce rapport où moi, je suis dominant, surtout pour ne pas perdre ma place, surtout parce que je me sens moi-même en fait en danger. Je me sens menacée par l'autre là. Celui que, en fait, finalement, dans le dominant-dominé, ce qui est très intéressant aussi, c'est que finalement, comme je vous ai dit, il y en a un dans la position haute, l'un dans la position basse, et celui qui est dans la position haute essaye de maintenir celui dans la position basse dans la position basse. Maintenant, celui qui est dans la position basse, il se dit, mais moi, je ne vaux pas grand-chose, sinon je serais dans la position haute. Moi, je suis nulle, moi, je ne vaux rien, parce que c'est celui qui est dans la position haute qui vaut quelque chose. Et en fait, c'est une grosse erreur. Pas du tout que celui qui est dans la position basse est nul. C'est que celui qui est dans la position haute craint celui qui est dans la position basse et préfère le maintenir en position basse pour se sentir mieux, pour se rassurer, pour se calmer, d'accord, pour se sentir, voilà, pour se sentir fort. En fait, il a besoin de ce pouvoir-là pour se rassurer. Mais ça ne veut pas dire qu'il est vraiment fort. Quelqu'un qui est vraiment fort n'a pas peur de l'autre. Au contraire, il est ouvert au changement, il est ouvert à ce que l'autre a à lui apprendre. Il est ouvert, tout simplement. Il n'a pas peur de l'autre. Celui qui est en rapport donc le dominant, retenez bien, émotionnellement, il est fragile. Sinon, il ne serait pas dans ce système-là. Il ne maintiendrait pas ce système-là. Ça ne lui ferait même pas du bien, ça ne lui apporterait même pas. D'accord? Ensuite, troisième phénomène, c'est la dévalorisation, la disqualification, les jugements de valeur négatifs, d'accord? Associés à l'autodévalorisation ou à la victimisation. Ça veut dire que je vais, en tant que dominant, dévaloriser l'autre, qualifier, tu es nul, tu ne sers à rien. Bon, je vous donnerai des exemples ensuite. Mais ce qu'il y a, c'est que pourquoi ça marche? Vous comprenez maintenant, au fur et à mesure que je parle, pourquoi ça marche si bien en fait? Parce que celui qui est dominé, il y croit. Le piège, il est là. C'est que le dominé, quelque part, il se dit, mais oui, si je suis dans cette position basse, si je le mérite, et pourquoi je le mérite? C'est parce que je ne vaux pas grand-chose. J'y crois. Donc quand l'autre me dévalorise, je fonce en fait. J'y crois fort. Et je reste dans cette position parce que finalement, qui pourrait, qui m'empêcherait de me dire, mais attends, mais n'importe quoi, je ne mérite pas qu'on parle comme ça, je ne mérite pas qu'on me dévalorise. Finalement, ce que je veux dire par là, c'est que finalement, c'est pas si dur, et je pèse mes mots, de sortir de ce schéma-là. Mais ce qui est dur, c'est de ne plus y croire. Le problème de ce rapport de dominant-dominé, c'est que moi-même, j'y crois. Donc, j'ai l'impression que c'est dur, que je ne peux pas en sortir. Et là, il y a une image qui me vient. En fait, il y a je crois que c'est dans un documentaire, enfin, bon, on en parle beaucoup en psycho aussi de cet exemple, c'est une métaphore qu'on prend souvent. Mais en fait, il y a un documentaire qui avait expliqué que, enfin, moi je l'avais vu dans un documentaire, bref, que les éléphants, en fait,
qui pèsent des tonnes. Hein. Je crois que c'est 10 tonnes, je ne sais plus exactement, mais ils sont très, très grands, très, très lourds, très, très imposants. Et pourtant, les éléphants, vous les voyez, les animaux de cirque, d'accord, dans un cirque, bah, qu'est-ce qui fait que eux qui vivent en captivité et qui ne sont pas heureux dans cette position, qu'est-ce qui fait qu'ils restent là? Alors qu'en un coup de patte, ils ont envoyé le cirque en l'air, en fait. Le chapiteau, il peut voler. Comment c'est possible que ça tienne? Comment ça se fait qu'il écoute, enfin, comment ils ont réussi à le dresser, en fait? Comment ils ont réussi? Ben, tout simplement parce que ça fait mal au cœur, hein, vraiment. C'est que quand il était petit, l'éléphanto, en fait, on lui a mis des fils, pas des fils, pardon, des cordes autour des 4 pieds, d'accord, pour le maintenir, pour pas qu'il puisse bouger, pour pas qu'il puisse justement donner un coup de patte un peu violent, pour pas qu'il puisse se sauver. On lui a mis 4 cordes très fortes. Et puis l'éléphanto, qu'est-ce qu'il a fait automatiquement? Il a essayé de s'en sortir. Il s'est battu pour sortir de là, sortir de ses fils, enlever ses chaînes. Et il n'est pas réussi. Puis au bout du compte, il a essayé 1 fois, 2 fois, 10 fois, et puis il s'est fatigué. Il a compris qu'il n'y arriverait pas. Il a arrêté, il s'est résigné. Et puis il a grandi, et puis il a grossi. Mais dans sa tête, il se voit toujours petit. Et dans sa tête, il croit toujours qu'il ne pourra pas sortir de ce chapiteau-là. Et dans sa tête, il pense bien que c'est fini, le jeu s'est arrêté là, il est obligé de se soumettre. Et quand les dresseurs s'en aperçoivent, voient que ça y est, le processus est terminé, il s'est résigné, il est dans la phase, on va dire, résignation, il est plus dangereux, il ne va plus chercher à sortir de là et à sortir de ses chaînes et à briser ses chaînes et à retrouver la liberté. Qu'est-ce qu'ils font? Ils remplacent ces cordes, écoutez bien, ils remplacent ces cordes par un fil très très fin à seulement 1 patte, pas 4, 1. Donc là, vous imaginez bien que si l'éléphant en avait conscience, en 3 secondes, l'histoire serait réglée. Oui, c'est Sarah. Sarah qui dit qu'il a besoin d'une séance pour réparer son enfant intérieur. Exactement. Exactement. Je vois que ça rentre, c'est bien. Les cours rentrent bas très chaîne. Mais c'est exactement ça en plus, si ça avait été un humain. Bref, en tout cas, voilà, il est finalement pris au piège par seulement un fil. Vous avez compris que c'est son conditionnement de son enfant intérieur, effectivement, de cet éléphanto qui croit encore qu'il ne peut plus sortir. Et en fait, pourquoi je vous raconte cette histoire? Parce que quand on nous dévalorise, mais que nous déjà, on croit que l'autre a raison finalement, on accorde du crédit à ce que l'autre dit, ben on n'arrive plus à sortir de là. Et on a l'impression que c'est impossible de sortir de là. Que non, c'est trop dur. Là, je vous ai dit, je pèse mes mots. En fait, c'est pas si dur d'en sortir. Si on n'accorde plus de crédit à ce que dit le dominant, ce n'est pas si dur. Mais si on accorde du crédit, évidemment, ça nous semble énorme. Exactement comme cet éléphant qui a vécu son enfance à se battre, ou quelques moments de son enfance terribles où il a cherché à se battre et il n'y est pas arrivé. Ben là maintenant, ça lui semble impossible de sortir. Alors qu'en fait, en un coup de patte, il peut y arriver. Donc, finalement, si on venait dire à cet éléphant, entre guillemets, s'il savait parler, d'accord, il savait raisonner, et qu'on lui disait, mais en fait, c'est hyper facile, tu n'as plus qu'un fil. D'accord? Nous, on sait que c'est facile, d'accord? Vu d'extérieur, on sait que c'est facile. Techniquement parlant, ce que je veux dire par là, c'est que, techniquement parlant, oui, c'est facile. Mais, psychologiquement parlant, c'est une autre histoire, effectivement. Vu que je n'arrive pas à y croire, d'accord, vu que je crois encore que j'ai 4 cordes très fortes qui me tiennent et qui me maintiennent, ben, j'arrive plus à en sortir. Vous voyez ou pas? Donc, c'est à d'autres niveaux que ça se joue. Et c'est ça, en fait, que je veux… c'est par cette histoire, en fait, cette anecdote douloureuse que je vous illustre un peu ce qu'on peut ressentir face aux dominants. D'accord? 4e phénomène qui nourrissent et entretiennent les relations de dominant-dominé. Donc, on est d'accord, hein, c'est une relation qui est très toxique, d'accord? C'est la culpabilité. Ça veut dire que le dominant, il va chercher à rendre le dominé responsable de tous ses malheurs, de tout ce qui ne va pas. Imaginez un patron, par exemple. Alors, un patron qui dit à son employé « Ah, le dossier n'a pas été rendu, c'est de votre faute, vous n'avez pas rendu le projet à temps, vous n'avez pas fait, vous avez… » Alors déjà, évidemment, l'employé se sent très très mal, il se sent coupable. Et il pense que le dominant a raison. D'accord? Dans une relation de couple, c'est pareil.
combien de femmes j'entends, et j'ai plus de femmes que d'hommes, et j'ai des couples en consultation, mais chez les femmes, tout le temps j'entends, il me rend responsable de tout. S'il y a un enfant qui s'est fait mal, d'accord, il est tombé, ok, comme tous les enfants, hein, forcément, ça fait partie du jeu, mais c'est ma faute, c'est que je ne les ai pas bien surveillés. Si, je ne sais pas moi, n'importe quoi qui se passe, surtout avec les enfants, c'est toujours des imprévus, on est d'accord, il y a toujours des imprévus, on le sait, hein, eh ben non, c'est ta faute. Si on ne retrouve pas un pull, s'il y a quelque chose qui a déteint à la machine, si, peu importe ce qui se passe dans la maison, c'est ta faute. D'accord? Donc évidemment, on ne peut pas se sentir bien dans la relation de couple. Évidemment qu'on en souffre terriblement. Évidemment que ça crée, encore une fois, des fissures profondes dans notre relation de couple et qu'après, je vais toucher un autre sujet, mais une petite parenthèse importante, automatiquement, la femme ne va pas pouvoir se donner dans l'intimité. Évidemment, puisque je sens qu'on ne m'accorde pas de crédit, je sens qu'il n'y a pas une relation de confiance, je sens qu'on me juge sans arrêt, je sens qu'on me culpabilise pour quelque chose que je n'ai pas fait. Mais attention, ça, quand je réalise que je n'ai pas fait ou que ce n'est pas de ma faute, déjà, ça veut dire que j'ai passé une étape et que je suis quand même un peu plus affirmée. D'accord? J'ai quand même monté les échelons de l'estime de moi. Mais il y a énormément de femmes qui, dans un premier temps, se sentent coupables et se disent, bah oui, c'est de ma faute. Énormément. D'accord? Au Hachem, il y en a d'autres qui ne disent pas ça, mais je veux dire, déjà, il y a cette étape-là. Quand je me trouve à l'étape où je me dis, oui, c'est ma faute, j'ai mal fait, je suis une mauvaise femme, j'aurais pas dû, il a raison, et ainsi de suite. On est d'accord que là, on est dans un cas de relations toxiques et de relations qui nous rongent et qui nous font du mal et qui ne vont pas nous aider à nous épanouir. Et que je suis dans une vraie relation de soumission là. L'étape d'après, c'est de se dire, non mais attends, pas du tout. Il fabule là, il est dans son imaginaire, n'importe quoi. Et donc là, je peux par exemple partir dans un conflit. D'accord? Donc je vais, comment on va dire, je vais lutter contre ce rapport de dominant-dominé. Est-ce que ça va donner? Ça dépend. Est-ce que ça va m'aider à m'affirmer? Peut-être. Est-ce que ça va maintenir mon estime de moi et ça va me protéger au moins? Certainement. Mais est-ce que ça fera du bien à la relation de couple? Pas tellement. D'accord? Parce que forcément, lui, il va se sentir attaqué. Parce que lui, en fait, c'est un système de fonctionnement qu'il a. Là, je parle du couple, mais petite parenthèse importante. Lui, en fait, c'est son fonctionnement. Lui aussi, il faut le savoir, quand le mari parle comme ça, c'est que lui, chaque chose qui se passe, par exemple, à son travail, ou je ne sais pas, à la voiture, peu importe, il va se dire, dans ses domaines de vie, on va dire, il va se dire, enfin, qu'il a défini comme ses propres domaines de vie, puisqu'en réalité, les enfants, c'est aussi son domaine et la maison aussi. Hein. Mais bon, on va dire ceux qui ont l'impression que, enfin, qui ont bien défini les tâches, genre la maison, c'est la femme et la voiture et le travail, c'est l'homme. Et ben, lui, il va se dire, c'est ma faute. Ah, j'aurais dû faire plus attention. Ah, j'ai mal fait. Il va s'accuser lui aussi. Il a ce rapport avec lui-même, en fait. Donc, automatiquement, qu'est-ce qu'il fait? Il projette ce rapport à sa femme parce que c'est comme ça qu'il résonne dans tout. C'est même pas méchant, j'ai envie de dire, c'est juste un mauvais système de fonctionnement, un système de fonctionnement erroné qui lui fait du mal à lui-même et qui va forcément en faire du mal et à sa femme ou à ses enfants ou à ses employés s'il en a ou peu importe à qui veut bien le fréquenter. D'accord? Donc, ce que je veux dire par là, c'est que ce rapport d'accusation est à bannir. D'accord? Vraiment. Bon, de toute façon, on l'a compris, là, je vous ai bien expliqué les dominants-dominés, mais je veux bien vous expliquer en profondeur ce que ça représente. Ça veut dire qu'on a aussi ce système de fonctionnement avec soi. Quand on l'a avec l'autre, on projette sur l'autre ce qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes. D'accord? Le chantage. Le cinquième phénomène, c'est le chantage. Donc, ça peut être du chantage affectif, d'accord, la pression morale, pour en fait infléchir le comportement de l'autre, pour arriver à nos fins. On est prêt à tout, donc on va faire du chantage. La fin justifie les moyens. On va faire du chantage affectif. Mais ça aussi, ça abîme la relation. Bien sûr que quand quelqu'un me fait du chantage, sur le coup, je vais peut-être céder. Hein. Je ne dis pas à court terme, je vais céder. Mais à long terme, mais les dommages sont énormes. Je ne sais même pas s'ils sont quantifiables, mais ils sont énormes. J'avais une femme en consultation qui me disait moi, avec mes enfants, je n'avais pas un rapport de force. Non, j'étais très gentille avec eux. Par contre, ce que je faisais, c'est que je leur dis quoi, tu fais du mal à maman? Comme ça, tu me fais. Tu n'as pas de la peine pour moi. Et voilà. Et comme ça marchait. J'arrivais à ce qu'ils m'écoutent. Voilà. Comme ça, il n'y avait pas de cri. Vous comprenez là le danger pour l'enfant? Vous comprenez? C'est-à-dire l'enfant, il comprend que si jamais il ne fait pas plaisir à sa maman, il est mauvais. Mais en fait, un enfant, il a besoin de sentir qu'il a une certaine liberté. Bien sûr qu'il va faire des bêtises, bien sûr qu'il ne va pas toujours nous faire plaisir, mais c'est bon, c'est sain, c'est énervant pour nous en tant qu'adultes parce que, par exemple, on a prévu un programme, qu'on sait exactement à quelle heure il faut qu'ils aillent dormir pour que nous, on puisse continuer à travailler ou qu'on puisse tout simplement se retrouver un petit peu seul avec soi ou avec son mari. Peu importe, on a des objectifs ensuite, d'accord. Mais l'enfant, lui, il ne le sait pas et ce n'est pas un robot. Donc,
quand on le force finalement, parce que c'est une façon de forcer très pernicieuse, ben, l'enfant, il se sent acculé, obligé quelque part d'obéir à sa maman. Et en fait, c'est pas par le bon derrière, c'est pas par le bon chemin et ça lui cause un dommage psychologique. Parce qu'après, il se sent coupable d'exister. Et justement, cette semaine, j'ai eu un patient qui me disait, en fait, j'ai remarqué une chose chez mes frères et sœurs. Ils sont 10, par Hachem. Il me dit, j'ai remarqué que, en fait, aucun de nous n'a osé être vraiment lui-même. Pourquoi? Parce que on avait peur de décevoir nos parents. Nos parents, c'est des parents extraordinaires, ils ont tout misé sur nous. Tout, tout, tout. Donc, du coup, si jamais on osait être différent du projet qu'ils avaient pensé pour nous, ben, on les décevait. Et en fait, c'est même pas qu'on les décevait, on les tuait finalement, parce eux, leur existence, imagine une existence où on a tout basé, voilà, sur nos enfants. Après, ça peut être sur plein de domaines. Là, je vous raconte un cas particulier. Quelque part, on a misé tous nos œufs dans le même panier, d'accord? Bah, si les œufs, voilà, le panier, il se trouve, on va dire, bah, j'ai plus rien. J'ai plus rien. D'accord? Donc, je m'écroule. Or, les enfants, ils aiment leurs parents. Et surtout des parents qui sont investis, qui donnent, qui aiment. On ne veut pas leur faire du mal, mais on a l'impression que si jamais on est nous-mêmes, donc nous-mêmes implique parfois de ne pas aller forcément dans le sens de nos parents, mais ça fait partie de notre personnalité et ça fait peut-être pas partie de la personnalité du parent, ça peut le décevoir, mais pire que ça va le tuer. Il ne va pas le supporter, il va s'écrouler, d'accord? Si l'enfant ne suit pas le chemin que le parent a décidé pour lui. Donc, aucun des enfants ne pouvait se permettre d'être lui, d'accord? Alors, vous allez me dire, c'est quoi être lui? Mais c'est juste répondre à ses besoins, être à l'écoute de ses émotions, avoir un chemin qui n'est pas celui forcément que les parents ont décidé, tout simplement. D'accord? Et c'est pas parce qu'on aime nos parents qu'on est obligé de faire ce qu'ils veulent, en fait. Justement, l'amour, comme je crois, dit dans un autre cours, c'est que l'amour, c'est aussi laisser l'espace à l'autre, lui laisser l'espace d'être lui. C'est ça l'amour. C'est pas de lui imposer, encore une fois. Et donc là, forcément, on tombe dans un rapport de dominant-dominé. Et en fait, souvent, j'imagine là que quand on pense dominant-dominé, on imagine enfin, moi, voilà ce que j'imagine. Je vous dis un peu ce qui se passe dans ma tête, parce qu'on sait qu'on raisonne tous un peu avec des images, de la visualisation, bref. On va pas partir dans le sujet, mais on raisonne avec des images. Et moi, quand je m'imagine le rapport dominant-dominé, j'imagine un peu, si on imaginait en bande dessinée, comme ça, un homme comme ça en colère, comme ça, et puis un autre tout petit comme ça. Mais en fait, c'est pas forcément comme ça que ça se représente. En fait, ça peut très bien être justement quelqu'un qui est gentil. Voilà, je vous parle du chantage affectif là, qui est gentil comme ça. Il fait l'amour. Et l'autre, du coup, il se sent obligé de lui faire plaisir pour plus qu'il fasse l'amour. Genre, son bien-être dépend de moi et de comment je vais être. Alors, je vais être tout ce qu'il veut. Comme ça, il va être bien. D'accord? Mais après, ça crée un mal-être énorme. Donc, la personne, elle ne s'autorise jamais à être qui elle veut être. Et elle est toujours bloquée dans sa vie. Elle ressent des gros blocages. Elle n'arrive pas à avancer. Elle se sent verrouillée. Et elle n'arrive pas à comprendre pourquoi. Elle n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Vous voyez? Donc, le chantage affectif aussi, évidemment, vous l'aurez compris là, c'est très mauvais. Et ça implique, en vérité, ça s'appelle aussi, ça fait partie du rapport dominant-dominé. Donc, vous avez compris maintenant ce qui est notre ennemi, d'accord? Je vous ai dit au début, on va parler de nos ennemis pour bien comprendre qui c'est et pour bien revenir à quelque chose de plus sain, de plus constructif. Et plus je sais ce que c'est la relation dominant-dominé, par quoi elle se définit, mieux je vais pouvoir la combattre, en sortir et devenir différent. D'accord? Enfin, en tout cas, entretenir des relations différentes. Mais en fait, quand j'entretiens des relations différentes, automatiquement, ça me change aussi. D'accord? Parce que quand je suis capable de dire non à l'autre, quand je suis capable de dire c'est pas bon pour moi, quand je suis capable de dire oh là là, tu m'as envoyé un message toxique, je te le rends, ça m'appartient pas. C'est que je vois clair en moi finalement. C'est que je sais qui je suis. C'est que comment on va dire, je me définis autrement que par les paroles de l'autre. Je sors de l'étiquetage. Donc je ne suis pas ce que l'autre il essaye de me dire ou de projeter sur moi. Et donc, je me sens beaucoup mieux en fait. Je me réapproprie mon être. D'accord? Non, alors je dis ça, mais en fait, je voulais quand même vous donner quelques exemples pour définir quand même ce que c'est que le rapport. Combien de temps il me reste là? Oui. Le rapport dominant-dominé. Je pense que c'est important. Et ensuite, on reviendra bien sûr sur les règles d'hygiène relationnelle. Mais vraiment, il faut comprendre comment s'en protéger, mais ce qu'elles sont. Alors, quand c'est l'injonction, je voudrais vous donner des exemples en fait.
L'injonction, c'est des règles, comme des tu dois, il faut, ouais, tu devrais, voilà, tu devrais, il faut que. C'est des injonctions déposées par les personnes significatives pour nous. Donc nos parents, nos maris, conjoints, frères, sœurs, bon, un peu moins, parce qu'en général, non, il peut y avoir le grand frère ou la grande sœur, que quand elle dit quelque chose, je dois l'écouter, bien sûr. Mais voilà, les personnes significatives pour moi, finalement, qui m'obligent, que je sens que je devrais, que si je ne le fais pas, je ne vais pas être aimée. Si je ne le fais pas, je ne vais pas avoir l'approbation de cette personne qui est importante pour moi. Et donc moi, en fait, en tant qu'être humain, j'ai besoin de l'amour de l'autre pour vivre, pour me sentir exister. On a besoin, c'est la base, d'accord? Donc, pour gagner cet amour, là, je me mets en sourdine, moi, d'accord? Je me mets en mute, là, comme sur Zoom, d'accord? Je me fais petit pour être sûre de ne pas perdre l'amour de l'autre. Et là, bien sûr, je me mets en danger, moi, encore une fois. Donc, même moi, quand on me donne des injonctions, tu devrais, tu dois, il faut, ben finalement, encore une fois, ça rentre en moi. Ça s'imprègne en moi, dans tout mon être. Et du coup, je deviens cette personne avec moi-même. Quand je ne fais pas la chose qu'il faut faire, ben je m'en veux. Et quand je ne fais pas la chose qu'il faut faire, je me dis non, 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 il faut, je suis pas, il est 10h du soir, je suis épuisée, j'ai passé une grande journée, mais je suis obligée de le faire. Il faut que je le fasse. Ce il faut-là, c'est un terroriste. C'est le terroriste qui me rend obligée, en fait, qui m'oblige à faire des actions, à poser des actions qui ne me correspondent pas, qui ne me font pas du bien, qui vont à l'encontre de moi-même. D'accord? Qui m'empêchent de m'écouter vraiment, qui m'empêchent d'entendre cette voix qui dit t'es fatiguée, va dormir, c'est pas grave, tu feras demain. Le monde ne s'écroulera pas. Tu as le droit, toi aussi. Tu es un être humain. Ou qui me dit ne va pas manger maintenant, ne va pas parler à une amie maintenant, ne me fais pas plaisir. En gros, c'est le plaisir, la croix au fer rouge, parce que justement, j'ai l'impression que je fais du mal quand je me fais plaisir. J'ai l'impression que je n'ai pas le droit. J'ai l'impression que je dois faire tout ce qui est obligatoire. Sinon, je ne suis pas une bonne personne et surtout, pire que ça, enfin, je ne suis pas une bonne personne, oui, et en plus, je ne vais pas être aimée des personnes significatives pour moi. Maintenant, ces personnes-là, parfois, elles ne sont même pas à côté de moi. C'est-à-dire, imaginez que c'est votre mère la mère, pas votre mère, mais c'est pour illustrer, mais la maman qui dit ça à son enfant. Depuis le plus jeune âge, tu dois faire ça, par exemple, tiens. Tu devrais aimer ton frère, il est plus petit que toi, il ne comprend plus rien, il est petit. Alors tu dois l'écouter, tu dois l'aimer, tu dois lui donner de l'amour, il en a besoin. Tu dois être gentil, il comprend rien lui. Et là l'enfant il a envie de dire mais moi non plus je comprends pas. J'ai juste 2 ans de plus que lui, moi aussi je sais pas. Moi aussi j'ai besoin qu'on m'explique. Il y a des choses que je sais, il y a des choses que je sais pas. Et en fait on va donner, la maman va méchamment bien sûr, mais elle va donner du crédit en fait au petit et pas au grand. Là, ça va créer une régression d'ailleurs chez le grand. Il ne va pas vouloir grandir, il va vouloir rester dans la position petite parce que quand on est petit, on est compris, on est aimé, on est accepté. Et quand on est grand, on est jugé, on est dévalorisé, on doit, il faut, on a des injonctions dures. Mais malgré tout, c'est un enfant où les injonctions vont rentrer, s'imprégner en lui. Et donc après, disons 20 ans plus tard, ça y est, il se marie, il c'est plus un enfant, il a plus sa maman à côté de lui, disons, il vit avec sa femme, mais dans sa tête, dans son esprit, ces injonctions sont là. Elles restent là. Et elles parlent pour lui. D'accord? Elles lui imposent. Et cette personne peut risquer fort d'abord de re-rentrer dans une relation dominant-dominée, parce qu'il se l'impose à lui-même, parce que c'est ce qu'il connaît, parce qu'il en a l'habitude, et aussi parce que c'est ce qu'il vit au quotidien. Mais surtout, ça l'emprisonne. Et il ne se sent pas détendu, il se sent nerveux parfois, il se sent étouffé, il ne sait pas pourquoi. Il dit, encore une fois, sur le papier, tout à l'heure, bien, j'ai un travail, j'ai des enfants, et je me sens étouffée. Alors il va dire, c'est la femme, c'est parce qu'elle m'impose trop, c'est parce qu'elle me met la pression, c'est parce que, et parfois, peut-être que la femme aussi a un peu ce système de fonctionnement, mais c'est pas, encore une fois, comme je le disais la semaine dernière, c'est pas forcément d'elle que ça vient. Il y avait déjà une douleur à la base. Il y avait déjà un mal-être à la base. Il y avait déjà quelque chose à penser, à soigner, à traiter, qu'on n'a pas fait forcément, parce qu'on n'avait pas conscience. Et en fait, on se sent étouffé parce que la personne avec qui je vis maintenant me rajoute une couche. D'accord ? Mais en fait, c'était déjà là. Ok ? Donc, ces injonctions.
Par exemple, ah, mais il faut manger tout dans la vie. Il faut apprendre à ne pas être difficile. Il faut faire, vous voyez, ce genre de phrase-là, que en fait, c'est pour le bien. Encore une fois, ça rejoint ce que je vous disais il y a 2 semaines, les messages toxiques. Les messages toxiques, c'est ça. Bien sûr que je dois manger de tout. La question, elle n'est pas là. Mais c'est-à-dire que c'est fait pour le bien. Ça veut dire, moi, en tant que maman, je veux le bien de mon enfant. Donc, je vais lui donner des injonctions pour son bien. Mais il ne les prend pas comme une injonction pour son bien d'abord, il se les doit imposer. Donc, je ne suis pas dans une relation de liberté. Et finalement, ça ne me fait pas du bien. Ça m'oblige à faire les choses, mais je n'ai plus de goût à les faire parfois. Enfin, il n'y a plus ce plaisir, il n'y a plus cette liberté d'action. Il y a un conditionnement très, très lourd. D'accord? Et ça, mêlé à tout. Donc là, on va voir les 5 bien dans le détail. Mais imaginez ça, plus ça, c'est-à-dire l'injonction, plus la menace, plus le chantage, plus la culpabilité, plus l'autodévalorisation. Comment mon estime de moi peut se construire dans ces conditions? Très difficilement. C'est aussi pour ça qu'il y a tellement de problèmes d'estime de soi. Mais il y a une personne qui me disait, mais on parle que de ça, l'estime de soi, l'estime de soi. Ben oui, mais parce que ça agit tellement. C'est-à-dire, comment, en fait, l'estime de soi, si vous voulez, c'est un peu la construction de soi. Comment, en fait, si je vais utiliser un autre terme, comment je peux me construire moi en tant que Ben Adam, en tant que personne, comment je peux laisser éclore ma personnalité, comment je peux laisser éclore mon être, d'accord, j'ai envie de dire presque même mon étincelle divine qui est dans moi, si je me sens bloquée à chaque fois par ces tu devrais, tu dois, il faut, je me sens étouffée, j'étouffe, j'ai pas d'oxygène et donc forcément que je peux pas être quelqu'un de construit automatiquement, vous voyez? Donc voilà. Voilà, c'est comme ça m'empêche, voilà, la liberté d'être et la créativité, tout ce que je suis, je ne m'autorise pas à l'être. Maintenant, attention, hein, c'est pas on fait tout sauter, allez, sois libre. C'est pas ça que je vous dis. Attention, ne le comprenez pas comme ça. Ce serait le comble. Pas du tout. Il faut des limites dans la vie, évidemment. Sinon, on ne peut pas apprécier la liberté si on n'est pas cadré, on n'a pas des limites. Évidemment. La question n'est pas là. La question est comment je transmets ces limites. La question est, est-ce que je le fais avec amour? Vraiment, mais amour, c'est tout à fait avec amour, mais c'est un amour mal dirigé, mal canalisé, je dirais. C'est juste le faire avec des messages cadeaux. Par exemple, je vais vous donner un exemple personnel. Allez. Des fois, je me lâche et après, je regrette. Donc, mais c'est un petit exemple de rien du tout. Ma fille, elle est très le matin, il faut lui faire son sandwich. Elle a 5 ans. Il faut lui faire son sandwich et des fois, tous les matins, quand on lui demande ce qu'elle veut, elle ne sait pas. Au départ, elle commence par dire je ne sais pas. Et en fait, le truc, c'est qu'on est pris par l'heure, il y a des choses à faire, il n'y a pas qu'elle, il y en a d'autres. Et en fait, il y a plusieurs façons de réagir à ce je sais pas. C'est frustrant quand il est, je sais pas, 8 heures, qu'on est déjà en retard, on doit partir. Oui, chez moi aussi, on est en retard. Hein. Parce que des fois, je sais pas qui se disent ah non, mais je suis sûre que ça roule chez vous parce que vous donnez des cours. Non, 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 chez moi aussi. Je galère, vous en faites pas, j'ai des enfants. Et les enfants, bah, c'est des imprévus sans arrêt. Donc, c'est pareil chez tout le monde, je vous rassure. Même si on donne des cours, c'est pareil. Bref. Et donc, elle me dit je sais pas. Donc, la façon de réagir, justement, quand je suis dans le rapport dominant-dominé, c'est oui, bah alors je vais faire ce que je pense. Oui, écoute, tu vas prendre ça, et puis c'est tout. Oh, tu me saoules pas ou je sais pas moi, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme réponse écoute, on n'a pas le temps, je te fais ça, et c'est tout. Enfin, bon, bref, vous voyez, j'impose, et puis je laisse pas l'autre la parole, et tout ça, parce que franchement, j'ai des bonnes raisons, j'ai le travail, j'ai pas le temps. Et puis, évidemment que ça ne va pas l'aider à s'ouvrir, ça ne va pas l'aider à décider et ça va la frustrer et ça va être crise de pleurs, ça va être l'énervement total. D'accord? La façon de réagir qui marche, et c'est testé. En fait, pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est testé, approuvé. C'est de lui dire ah oui, c'est vrai, il y a des moments comme ça où on n'arrive pas, on vient de se lever le matin, on n'a pas de goût dans la bouche. Alors, on a envie de rien. On ne sait pas de quoi on a envie. Ouais, t'exagères, exactement. Ça, t'exagères, franchement, il y a tes frères et sœurs aussi, il faut qu'on avance. Bref. Et ça, elle ne le comprendra pas, ce langage en plus. Donc, tu dois choisir, voilà, parce qu'on était dans les injonctions, tu dois choisir, dépêche-toi. Et en fait, là, de lui dire justement, de lui laisser l'espace. Bah oui, c'est vrai que, voilà, on se lève le matin, on n'a pas de goût dans la bouche, donc on ne sait pas. C'est vrai. Bon, viens, on va aller mettre les chaussures et on verra après si le goût te vient. Comme par magie. Ah oui, maman, je sais ce que je veux. D'accord? Et elle me dit après ce qu'elle veut. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas dans le jugement. On n'est pas dans l'injonction. On n'est pas dans la dévalorisation.
Alors, vous allez me dire, oui, mais il y a du stress. Oui, bien sûr qu'il y a toujours l'heure qui tourne. Bien sûr qu'il y a toujours des choses à faire. Mais de toute façon, ça ne va pas aider les choses de imposer, parce que de toute façon, ou peut-être à court terme un petit peu, mais non, parce que en réalité, en tout cas chez moi, c'est très clair, si on l'impose, ça hurle. Donc, de toute façon, on va pas. Le temps va calmer et le temps, on va perdre autant de temps. D'accord? Donc, il faut se calmer 2 minutes soi-même et se dire, attends, comme ci ou comme ça va prendre du temps. Donc, autant que ça prenne du temps, mais que ce soit un temps de qualité qui va elle-même l'aider à prendre son autonomie, elle-même l'aider à se construire en fait. Le but qu'on doit garder en tête quand on est maman, quand on est parent, c'est je suis en train de construire mon enfant. D'accord? Donc, qu'est-ce qui va l'aider à se construire? Est-ce que de la forcer, ça va l'aider? Pas forcément. Alors, on ne le sait pas, hein. Des fois, on ne le sait pas aussi. Des fois, on se pose des questions, c'est vrai, on se dit peut-être que oui, peut-être qu'il faut la forcer, il faut lui imposer. De toute façon, dans la vie, il y a plein de choses à imposer, donc il faut lui imposer. Mais non, enfin, moi, je ne fais pas partie de cette école-là. Après, évidemment, il y a des millions d'écoles. Moi, je ne fais pas partie de cette école-là, d'accord? Donc, je pense que pour l'épanouissement personnel, pour le bien-être intérieur, pour savoir qui on est, pour prendre ses décisions, il nous faut de l'espace. Il nous faut un espace de liberté. Et pour cet espace de liberté, comment je le crée? Quand je sors justement de l'injonction, de la forme d'imposition, de j'impose, du chantage, tout ça. Voilà. Donc voilà, une petite astuce en passant de comment on fait au lieu de dire, voilà, prends ton sandwich, il ne me saoule pas, ou allez, ça suffit d'exagérer, de toute façon avec toi c'est toujours pareil. Voilà, c'est de dire, ben, je comprends, ça peut arriver. Ah oui, moi aussi ça m'arrive. On est le matin. L'empathie en fait, et de se mettre à la place de l'enfant et lui donner un espace. Et là, l'enfant, du coup, il est moins stressé et il y arrive. D'accord? Pareil pour... ouais. Ouais, j'ai envie de vous donner un exemple sur le couple. Ouais. Ce qu'on dit souvent en mari, je pense. Quand... En fait, le tu. Ouais, mais toi, tu sais pas ce que c'est, toi. Dans un sens ou dans un autre. Hein. Ah, tu sais pas ce que c'est, toi, d'être au travail 10 heures par jour. Hein. Ah, toi, tu sais pas ce que c'est d'être avec 3 enfants à la maison en bas âge. Hein. Ah, donc toi, tu es bien facile. Hein. Ah, pareil, je me sens. Tout de suite, ça me braque. Tout de suite, l'autre, il est en position comme ça où, en fait, je comprends rien. Quoi. Je sais pas ce que c'est, donc je comprends rien. Donc, comment je peux avoir l'espace pour parler, m'exprimer, partager? Je peux pas. Après, vous allez me dire, oui, mais si je parle comme ça, c'est parce que ça vient après une attaque, automatiquement. C'est vrai. C'est vrai aussi que ça vient après une attaque, mais justement, sortir du rapport dominant-dominé, c'est pas répondre à l'attaque par une attaque. C'est aussi par là. Bon, ça, on le verra un peu plus tard. Parce que sinon, là, je ne vais pas avoir le temps de faire les 5 injonctions. Je suis vraiment trop... voilà, je veux tellement vous aider à conscientiser tout ça. D'accord? Que, voilà, j'étale un peu. Alors, deuxième chose, les menaces. Les menaces, en fait, c'est... ça peut être implicite, ça peut être explicite, direct, indirect, par exemple. Et en plus, ce qui est très dangereux, et là aussi c'est vicieux, c'est pernicieux, c'est tout ce que vous voulez de négatif, c'est que les menaces, ça a l'air de phrases banales, qui n'ont l'air de rien du tout, et qui font parfois peur, mal, qui créent beaucoup de douleur. Vraiment. Voilà, c'est un frein pour la vitalité, ça aussi, vraiment. Et ça maintient l'autre dans une dépendance, dans une non-initiative, dans une sorte de petitesse, en fait, vraiment. Et ça limite, là encore, la liberté individuelle du choix. Alors, comment un exemple? Ah oui, ça, on est adepte, ne culpabilisez pas, juste essayez de changer la façon d'exprimer les choses. C'est pas encore pour culpabiliser, hein. J'espère que c'est pas ce que je suis en train de faire. Hein. Vraiment, c'est pas du tout ça. Et vraiment, le but, je vous le rappelle, c'est de connaître nos ennemis d'échange, on va dire, c'est de pouvoir mieux les combattre et c'est de prendre conscience de nos mauvais schémas. En fait, c'est ça. De prendre conscience de nos mauvais schémas. Donc, forcément, là, si je vous dis des choses et que vous reconnaissez, vous allez vous dire, ah là là, je suis grave, j'aurais pas dû, je fais que des erreurs, machin. Non, 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 non. Ça, c'est anti-constructif. On en fait tous des erreurs. On n'a pas la science infuse. On est là pour apprendre. Comme je dis souvent, la vie, c'est une grande école. On est tous en apprentissage. D'accord? Donc, jamais se dire ça. Ça vous détruit, ça vous fait du mal. Au contraire, se dire, je vais apprendre. Ben, c'est bien, je suis en cours, déjà, je vous félicite, vous apprenez là. Donc, déjà, de vous dire, bravo,
bravo, je suis en train d'apprendre, je suis en train de m'ouvrir, je suis en train de grandir. C'est super, maintenant je vais utiliser notre méthode et on va voir si ça va marcher. D'accord? Donc, quand on dit à nos enfants, attention à toi, si tu n'es pas couché dans les 5 minutes, tu vas voir ce qui va t'arriver. Mais ça, l'enfant, imaginez, lui, il est petit, d'accord? Physiquement, il est petit, j'ai envie de dire même émotionnellement, il est petit. Il voit sa mère, son père lui dire ça. Au fond, même si après il s'énerve, il crie, ou il a l'air fort comme ça, il tremble. Je vous le dis entre nous, il tremble, d'accord? Il a peur, il n'est pas bien avec ça. Il a peur, d'accord? Donc, soit encore une fois, il va se soumettre, mais ce n'est pas fait avec un bien-être. Encore une fois, ça ne vient pas d'un bon, on dit en hébreu, d'un bon macon, c'est-à-dire d'un bon endroit, il y a un mot français qui le dit mieux, mais bon, vous m'avez compris, je pense. Ça ne vient pas d'un bon endroit. Voilà. Ça n'est pas d'un endroit sain de son être. Arrête, tu vas te brûler, tu vas tomber, tu vas ci, tu vas ça. Et comme par hasard, l'enfant il brûle, il tombe, ça. Parce que c'est comme si on le conditionne. D'accord? Vaut mieux donner de la confiance. Dire ah oui, tu oses, c'est bien d'oser, fais juste attention, je te fais confiance. Voilà. C'est-à-dire, essayer de se reculer et de ne pas avoir peur qu'il s'essaye, l'enfant. D'accord? Bon, je parle des enfants, je parle de la relation par-enfant, mais c'est valable dans toutes les relations. Parce qu'en fait, la relation par-enfant, c'est vraiment la relation genre, où on peut rentrer dans un rapport de force, où on peut rentrer en dominant-dominé. Ou alors de dire à son mari ou à sa femme, de toute façon, tu n'es jamais là quand il faut, tu es toujours occupé, tu verras dans le futur ce qui va se passer. De toute façon, moi, je ne serai pas là dans 10 ans. Je crois que tu vas encore tenir. Je crois que. Parce qu'on est désespéré qu'on parle comme ça. Hein. Je ne dis pas, ça vient d'une grande souffrance si on arrive à parler comme ça à son conjoint. Évidemment, ça c'est évident. Et on ne sait plus comment le bouger l'autre. C'est-à-dire, on a compris qu'il n'était pas dans la remise en question et on souffre terriblement. Et du coup, on ne sait plus comment l'exprimer. Mais en fait, les menaces ne vont pas forcément aider. Ça va peut-être même faire plus de dommages parce que l'autre, il se dit ah ouais, donc elle va être amenée à me quitter ou il va être amené à me quitter. Bon, ça sert à rien que j'essaye. Pour peu qu'il n'ait pas beaucoup de confiance en lui, lui aussi. Et donc, on va droit au mur tous les deux finalement. Il vaut mieux lui dire j'aimerais tellement, mais tellement qu'on ait une relation épanouie. J'aimerais tellement te trouver quand j'ai besoin de toi. J'ai tellement besoin de toi. Et ça, on n'arrive pas à le dire parce qu'on a l'impression qu'on montre notre vulnérabilité, qu'on fait tomber comme ça des barrières et on fait tomber notre carapace. Hein, on en a parlé de ça aussi. Et du coup, on n'arrive pas à le dire, donc on préfère les menaces. On se sent plus fort dans cette position-là. Mais en fait, elle ne fait pas du bien, ni à soi, ni à l'autre. Pareil pour une relation professionnelle. Ah, tu n'es pas d'accord avec notre façon de faire? Écoute, la porte elle est là, hein, donc ça on peut même le dire dans une relation couple d'ailleurs, libre à toi, hein, vu la situation difficile, hein, à toi de voir hein, si tu veux rester ou si tu veux partir. Hein. Et là on te dit j'ai pas le choix, je reste là. Vous voyez? Donc je ne sais pas si ça résonne en vous ces phrases, mais on les entend tellement souvent dans tellement de situations, dans tellement de domaines différents, et elles nous font encore une fois beaucoup de mal. C'est pour ça que je vous dis, en réalité, il faudrait des cours de communication. On n'a pas appris à communiquer, et c'est tellement, j'ai envie de dire grave. Vraiment, parce qu'on gagnerait tellement en énergie, on gagnerait tellement en vitalité, en vie, en qualité de vie, si on savait tous communiquer. Alors, ne vous découragez pas là encore. Dites-vous, si moi j'apprends à m'ouvrir, exactement comme la lumière, vous voyez, quand quelqu'un, on est tous dans le noir et il y a quelqu'un, il arrive avec, voilà, comme disait le rabbi, un peu de lumière repousse beaucoup d'obscurité. Elle est merveilleuse cette phrase, elle est tellement vraie, elle est tellement... c'est concret en fait, on vous visualise tout de suite. C'est tellement vrai, c'est exactement ça la communication aussi. C'est que si moi je m'ouvre, si moi j'apprends à communiquer, si moi j'apprends à m'aimer, à me respecter, automatiquement, un peu de lumière, moi j'allumerai une lumière et forcément j'en allumerai autour de moi. Forcément j'éclairerai autour de moi en fait. Forcément que les autres seront obligés de voir un peu mieux ce qui se passe autour d'eux. D'accord? Donc on ne désespère pas, on continue et vraiment on transmet en fait, on s'ouvre. Voilà, l'idée c'est de s'ouvrir. Troisième élément, troisième phénomène, la dévalorisation ou les disqualifications. Alors, c'est évidemment la disqualification, ça vise à blesser, à faire mal à l'autre. Et parfois, on a l'illusion que ça va le stimuler. Oui, merci Raya. On a l'impression que ça va le stimuler, que ça va le réveiller. Mais encore une fois, c'est comme avec la menace. On a l'impression que ça va menacer et ça va marcher. Mais pas du tout, pas du tout. Ça va même parfois la comparaison. Oh,
Combien d'entend de comparaison dans les familles? A fait comme ton frère, regarde, lui, il apprend bien, lui, il débarrasse, lui, il aide maman, elle fait ci, elle s'habite nude, elle... Mais c'est dévalorisant au possible. Il faut sortir complètement de la comparaison d'abord. Complètement, complètement. Personne n'est comparable. Chacun avec son histoire, chacun avec son vécu, chacun avec sa personnalité. J'ai envie de même vous le dire, chacun avec son unicité même et chacun avec sa flamme divine. Hachem, il a mis en chacun d'entre nous une flamme différente. D'accord? Donc on est tous différents, donc on ne peut pas se comparer, c'est incomparable. C'est simple, c'est incomparable. Enlevez-vous de la tête que vous êtes comparable. Vous n'êtes pas comparable. C'est pas vrai. C'est faux, c'est des idées reçues. Donc, forcément, quand je me compare, je me dévalorise automatiquement. Ou alors, je me valorise sur le dos de l'autre. Ah ouais, moi, je suis mieux qu'elle. Ah ouais, moi, j'ai porté du plomb. Bref, je caricature. Mais pas tant que ça, en fait. Mais faites attention. Ça veut dire que ça vous fait du bien un jour parce que vous vous êtes senti mieux que l'autre un jour. Et puis, le lendemain, ça vous casse complètement. Donc, la comparaison, et encore une fois, je sais, j'en ai parlé la semaine dernière, mais c'est tellement important. Les réseaux sociaux ne nous aident pas à nous départir de la comparaison. Mais c'est un vrai travail sur soi, mais vous gagnerez en liberté, vous gagnerez en bien-être, vous gagnerez mais en bienveillance, en épanouissement, en vous libérant de cette comparaison, vraiment. Voilà, plus je me disqualifie, je me dévalorise et je me compare, plus je m'envoie à moi-même des messages toxiques, des messages négatifs, et moins je m'envoie des messages cadeaux. D'accord? Donc, dans la relation parent-enfant, oh là là, mais qu'est-ce que t'es maladroit, tout le temps tu casses quelque chose, à chaque fois que tu passes quelque part, tu casses. Vous vous rendez compte? Déjà, le pauvre petit, il n'est pas content d'être maladroit, il ne fait pas exprès, mais en plus, voilà, on est en train de le casser sans arrêt. Donc, on appuie sur le point faible, en fait. C'est vraiment appuyer sur le point faible. Donc, la personne, elle n'est déjà pas fière d'elle, parce que qui est fier d'avoir des points faibles, franchement? Qui est fier de ses défauts? Personne, en réalité, personne. Donc, non seulement elle n'est pas fière d'elle, mais en plus, on l'appuie dessus, et on s'étonne qu'après, elle réagisse mal, ou qu'elle crie, ou qu'elle pleure, ou que ah, arrête de pleurer, c'est bon là. Non, mais si elle pleure, c'est qu'il y a une douleur quelque part. Essaye de comprendre. Voilà, donc les relations conjugales ça combien de fois on le dit. Ah, t'as vu ma copine, son mari, elle lui a offert un beau bijou pour la naissance. Hein. Ah, ouais. Et puis, on va faire des fleurs aussi. Ah, puis tous les vendredis, hein, je le vois arriver à la porte là, avec un gros bouquet là. Ah, non, je dis ça comme ça. Hein. Alors là, le mari, non seulement il n'a pas envie d'offrir le bouquet de fleurs, mais en plus, il est super énervé et il ne peut plus voir son copain, son voisin, il ne peut plus le voir. Alors encore une fois, je sais bien que quand on parle comme ça, c'est pourquoi on parle comme ça? Parce qu'on est en détresse, parce qu'on se dit mais j'en peux plus, pourquoi il y en a qui le font et chez moi ça ne le fait pas? Ben, en fait, parler différent. Ça veut dire qu'il faut arriver à dire à son mari dans ces moments-là, j'aimerais tellement te sentir présent quand j'accouche, j'aimerais tellement sentir une marque d'attention à ce moment-là, j'ai envie de sentir que ça compte pour toi. Oui, un bijou pour moi c'est symbolique, ça représente quelque chose. C'est un bijou, je vais le garder toute la vie, à chaque fois que je le regarderai, je penserai à toi et à ce que tu m'as valorisé à travers ce bijou. Tu m'as donné une valorisation du fait que j'ai souffert pour ces 9 mois et cet accouchement. Et voilà, je sens ton amour à travers ça. C'est un symbolique. Maintenant, évidemment, hein, parler en matière, il ne faut pas devenir matérialiste, genre je veux que le bijou il vaut autant. Non, peu importe, même si c'est un bijou qui n'a pas valu cher, ce qui compte, c'est que quelque chose que je peux garder longtemps et qui me rappellera toujours que tu étais à côté de moi à ce moment-là. Ça change tout. Là, la personne, elle ne se sent pas dévalorisée, elle ne se sent pas comparée et elle sent qu'on lui accorde de l'importance, tout simplement. Et on n'arrive pas à donner de l'importance les uns aux autres. C'est ça le drame, parce qu'on n'y arrive pas. On en veut tous de l'importance. Comme je vous disais, on a tous ce besoin de reconnaissance, mais on en veut tous, mais on ne le donne pas. Déjà, commençons par le donner, peut-être que l'autre, il arrivera à nous le donner aussi. Voilà, on va passer à la culpabilité. Franchement, je pourrais faire, en fait, ce que j'aurais dû faire, je suis en train de réaliser que j'aurais dû faire un cours. Si vous êtes d'accord, vous savez quoi, on verra. Parce que j'en ai quand même parlé ce soir. J'aurais dû faire un cours sur chaque point, en fait, plus détaillé. Je veux tellement vous en dire que je ne détaille pas. Je mets tout dans un cours. Mais en fait, j'aurais dû détailler en un cours la culpabilité, le chantage affectif, la dévalorisation. Et là, vous aurez bien intégré, en fait. Bon, je pense que vous intégrez, mais... Bref, vous me direz ce que vous en pensez, parce qu'on peut quand même le faire. Mais c'est vrai qu'en fait, chaque élément demande une grande explication pour en fait se séparer de ces schémas-là. Donc la culpabilité,
ça nous prend une énergie folle. Ça serait top. Voilà. Merci Jennifer. Ok. Et vous comprendrez que, voilà, je vais vous faire court et je vais essayer de faire un cours sur chaque chose. Même si ça fait une révision de ce cours-là, bah, c'est pas plus mal. Et en même temps, ce sera bien en profondeur. La culpabilité, vous l'aurez compris, c'est très néfaste pour le bien-être et ça nous rend coupables. Hein. Non pas responsables, mais coupables. C'est-à-dire que chaque fois que je fais quelque chose, je me sens mal avec moi-même. Je me dis, ah, j'aurais dû faire autrement. Je me reprends, comment dire, je me remets en question. Alors on peut dire, mais c'est bien de se remettre en question. Oui, c'est bien, mais là, c'est pas une remise en question constructive. Et vous savez quoi? On verra ça un prochain cours. Parce alors, sur la culpabilité, je ne peux pas vous dire qu'il n'y a rien à dire. Parce qu'en plus, Baruch Hashem, on a été éduqué à la culpabilité, donc il y a vraiment beaucoup à dire. En disant qu'il ne la désire pas, peut-être. Ouais. Tout à fait. Et puis le cinquième, le chantage affectif, je vous l'ai un petit peu décrit tout à l'heure, c'est vraiment ce qui va nous empêcher d'être soi. Ça veut dire qu'on se sent toujours coupable là aussi, et c'est ce qui entretient la culpabilité, pas forcément. Et ça permet une influence sur l'autre. D'accord? Ça veut dire que quand il y a du chantage affectif, je me sens, celui qui domine, il est content, il a obtenu ce qu'il voulait, super. Mais celui qui est dominé, il se sent aspiré par l'autre. Voilà, c'est vraiment le mot, aspiré. Il n'a plus de liberté d'action, sinon il a l'impression qu'il est en train de tuer la personne qui fait du chantage affectif. Donc il ne se sent pas libre, il ne se sent pas être, il ne se sent pas vivant, il se sent étouffé en permanence. D'accord? Donc là, on a vu ce soir, on a quand même un peu détaillé, mais on a vu les 5 phénomènes qui nous empêchent d'être nous-mêmes et qui nous maintiennent en position de dominer, qui nous maintiennent dans le rapport de force malgré nous. D'accord? Malgré nous. Et pour en sortir, c'est vrai qu'il va falloir prendre le risque de s'affirmer. Il va falloir prendre le risque de ne pas collaborer dans ces rapports de dominant-dominé. Je pense que vous l'aurez compris ce soir, en tout cas j'espère. Parce qu'en fait, tous ces 5 vos cours sont trop concentrés pour qu'on puisse intégrer et espérer appliquer ensuite. Ouais, en vrai, ça devrait être des ateliers là aussi, parce que les ateliers, des exercices, ainsi de suite. Bref, c'est infantilisant. En fait, tous ces phénomènes-là nous infantilisent et donc nous maintiennent en position enfant. Alors, ça infantilise, mais attention, pour moi, un enfant, il doit pas être, même l'enfant ne doit pas être infantilisé, il doit être épanoui, heureux, autonome, libre. Voilà, un enfant heureux, c'est un enfant, quelque part, où on lui laisse la liberté d'action. Donc, bref, mais bon, vous comprenez le terme. C'est infantilisant dans le sens où on me rend petit, on me maintient en position basse. On va dire que c'est une introduction. Exactement, merci. Vous voyez, on fait le cours tous ensemble. On va dire que ce cours, c'est exactement ça. C'est une introduction au cours suivant où on va détailler les injonctions, on va détailler les 5 phénomènes qui nous empêchent de rentrer dans une hygiène relationnelle saine. D'accord? On a parlé de ce que c'est l'hygiène relationnelle. On a besoin, en fait, pour créer un rapport équilibré avec l'autre, d'être dans un rapport sain. On a besoin de certaines règles. Comme je vous disais, ce n'est pas l'anarchie, on est libre, on fait ce qu'on veut. Non, pas du tout. La liberté commence là où... comment c'est déjà? La liberté commence là où la liberté de l'autre... Non, la liberté s'arrête là où la liberté de l'autre commence. C'est ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire que je dois avoir ma liberté tout en n'empiétant pas sur le territoire de l'autre, tout en sachant comment communiquer avec l'autre, et ainsi de suite. Donc, on a ces 5 écueils qui nous empêchent en fait de rentrer dans un rapport sain. Donc, on va voir ensuite l'hygiène relationnelle, mais pour déjà connaître l'hygiène relationnelle, il faut d'abord sortir de la saleté relationnelle, d'accord? De tout ce qui est toxique et néfaste pour soi. Donc, on va comprendre les conséquences, on va comprendre ce que c'est. Là, c'était une belle introduction, je dirais, parce que quand même, je vous ai donné plein d'éléments, mais on va bien détailler pour que ça puisse bien rentrer en vous. Et on va faire 5 cours déjà. Pour moi, ça va être... non, mais on va y arriver. Ça veut dire que 5 cours où je dois bien détailler. Et donc, on va faire l'injonction, la dévalorisation, les menaces, le chantage et la culpabilité. D'accord? Et ensuite, on verra bien l'hygiène relationnelle. D'accord? Donc, on en a pour plusieurs lundis là. Voilà, j'espère que ça vous a apporté. Et j'espère vraiment que
voilà, que quand même, malgré que j'ai donné beaucoup d'informations, ça vous a apporté et que vous allez maintenant au moins pouvoir repérer quand vous êtes dans un rapport de dominant-dominé. Et vous allez vous-même vous dire, ah non, je ne sais peut-être pas encore complètement comment sortir. Je ne sais pas encore que, un peu comme le, c'est pas que je compare un éléphant, mais comme l'éléphant, merci Jennifer, comme l'éléphant qui n'arrivait pas, pour celle qui était au début du cours, je crois que c'est au début, j'en ai parlé, qui n'arrive pas à sortir de ses chaînes, d'accord. Pour l'instant, je n'y arrive pas encore, d'accord, mais je sais que je vais y arriver. Je sais que maintenant, je sais identifier. C'est déjà énorme parce que dans n'importe quel problème, pour sortir d'un problème, il faut d'abord l'identifier. Donc là, c'est ce qu'on a fait ce soir et la suite est à venir. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça m'encourage bien sûr à continuer. Et puis ça me fait du bien de savoir que justement on progresse, on avance. Et Bezrat Hachem, voilà, enfin, pour la majorité, on est des femmes, je pense. Que des fois, il y a les maris qui écoutent. Mais vraiment, la femme, c'est elle quand même qui est le pilier de la maison. Et quand nous, on sait communiquer, mais on offre un cadeau inestimable à nos familles. Et comme je vous le dis souvent, et je le répète, plusieurs cellules familiales bien construites vont construire un peuple bien construit, un peuple fort, un peuple uni et un peuple qui est capable ensuite d'activer, bien sûr, la venue du Mashiach. Et quand on sait communiquer, attention Myriam, merci beaucoup, avec plaisir. Quand on sait communiquer, on arrive à donner de l'amour, à transmettre de l'amour et on devient, comme je vous dis, on permet à tous ceux qui avoir cet espace pour exister. Et donc, on permet à notre peuple de devenir, et vraiment, ça a une influence sur la Géoula, j'en suis sûre. On dit que la Géoula vient des femmes, d'accord. Et bien, plus nous, on avancera, et plus nous, on grandira, et plus le monde, enfin, le peuple Bezrat Hachem sera plus fort. Et le monde sera plus fort, j'ai envie de vous dire, puisque, voilà. Je voulais juste, oui, Jennifer, elle a dit quelque chose de très sympathique, elle a dit, attention, Myriam, les femmes de ce groupe vont devenir parfaites. Elle vaille qu'on puisse devenir parfaite. Mais c'est parfait dans nos imperfections. Ça veut dire que qu'on ait toute conscience de la valeur inestimable qu'Hachem a mis en nous et qu'on soit tous en accord avec nous-mêmes, en fait. Et là, en fait, on aura bien sûr toujours des défauts, mais on sera en accord avec elle. Donc, on sera fluide, souple, on sera bien, tout simplement. Tov, le mot tov, vous voyez, c'est-à-dire le mot, on arrivera à donner, recevoir, on arrivera à refuser, demander, et ça créera Bémet vraiment une unité, j'en suis convaincue. Donc voilà, Bezrat Hachem, qu'on soit même de plus en plus nombreuses à prendre cette conscience-là, à s'ouvrir et à ouvrir tous les canaux et à ouvrir tous ceux qui nous entourent, bien sûr, à s'accepter exactement, Raya. Voilà. Ben, je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne semaine, riche de toutes ces informations. Je vous remercie d'avoir toujours été présente. Et je vous dis à lundi soir prochain, Bezrat Hachem, pour encore de belles informations, Bezrat Hachem, pour nous aider à nous épanouir, à grandir et à devenir. À très très bientôt. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Alors moi, je vous dis tout. J'ai oublié de vous dire que pour celles qui ne sont pas encore sur le groupe ou qui veulent ou quoi, j'ai un groupe WhatsApp. Je réponds, on pose des questions en privé, j'y réponds en public de façon anonyme, bien sûr. Il y a 6 groupes, il y a pour la